Chapitre 1. La création de valeur. Faites quelque chose que les gens veulent. Rien n'a plus de valeur qu'un besoin insatisfait en train d'être satisfait. Si vous trouvez un problème que vous pouvez réparer pour un grand nombre de personnes, vous avez déniché une mine d'or. Paul Graham, fondateur de Y Combinator, capital risqueur et essayiste sur paulgraham.com. Toute entreprise prospère crée quelque chose qui possède une valeur. Le monde est rempli d'opportunités d'améliorer la vie des individus et votre mission d'entrepreneur est d'identifier ce dont les autres manquent, puis de trouver le moyen de le leur apporter. La valeur que vous créez peut prendre différentes formes, mais le but reste identique. Essayez d'améliorer, même modestement, la vie de vos semblables. Sans création de valeur, une entreprise ne peut pas exister. Vous ne pouvez pas commercer si vous n'avez pas quelque chose de valable à proposer. Les meilleures entreprises du monde sont celles qui créent le plus de valeur pour les autres. Certaines entreprises prospèrent en distribuant une valeur faible à un grand nombre de personnes, d'autres en délivrant une valeur forte à un petit nombre de personnes. Toujours est-il que plus la valeur réelle que vous créez est importante, mieux votre entreprise se portera et plus vous gagnerez d'argent. Les 5 éléments de toute entreprise. Une entreprise est un processus lucratif capable d'être répété. Tout le reste est un passe-temps. Paul Friet, entrepreneur à succès et spécialiste de la vente. Globalement, une entreprise est un processus capable d'être répété qui 1. Crée et redistribue quelque chose de valeur, 2. Répondant à un désir ou à un besoin d'autres individus, 3. À un prix qu'ils sont prêts à payer, 4. Et d'une manière qui satisfait leurs besoins et leurs attentes, 5. En vue de dégager des bénéfices suffisants pour ses propriétaires afin de poursuivre son activité. Peu importe que vous soyez à la tête d'une entreprise individuelle ou d'une grosse multinationale, supprimez un seul de ces 5 facteurs et vous n'avez plus affaire à une entreprise. Une entreprise qui ne crée pas de valeur pour les autres est un passe-temps. Une entreprise qui n'attire pas l'attention est un échec. Une entreprise qui ne vend pas la valeur qu'elle crée est une organisation à but non lucratif. Une entreprise qui ne tient pas ses promesses est une entreprise frauduleuse. Une entreprise qui ne gagne pas suffisamment d'argent pour continuer à fonctionner est condamnée à fermer. Toute entreprise est, par essence, un ensemble de 5 processus interdépendants, concept abordé ultérieurement. 1. La création de valeur. Découvrir ce que les gens veulent ou ce dont ils ont besoin, puis le créer. 2. Le marketing. Attirer l'attention et développer une demande pour ce que vous avez créé. 3. La vente. Transformer des prospects en clients qui paient. 4. Délivrer la valeur. Donner à vos clients ce que vous leur avez promis et vous assurer qu'ils sont satisfaits. 5. La finance. Gagner suffisamment d'argent pour poursuivre votre activité et récompenser vos efforts. Si ces 5 éléments vous paraissent simples, c'est parce qu'ils le sont. Faire tourner une entreprise, ce n'est pas et cela n'a jamais été sorcier. Il s'agit simplement d'identifier un problème et de trouver un moyen de le résoudre qui profite aux 2 parties. Quiconque essaie de vous présenter la gestion d'une entreprise comme quelque chose d'extrêmement compliqué tente soit de vous impressionner, soit de vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Les 5 éléments de toute entreprise sont à la base de toute idée valable et de tout business plan de qualité. Si vous êtes capable de définir clairement chacun de ces 5 processus pour n'importe quelle entreprise, vous comprendrez parfaitement son fonctionnement. Avant de monter votre affaire, commencez par définir l'aspect général de ces 5 processus. Si vous êtes incapable de décrire ou de schématiser votre projet sur la base de ces 5 processus fondamentaux, vous n'en aurez pas une compréhension suffisante
pour qu'il fonctionne. Les compétences économiquement valables. N'allez pas croire que le monde vous doive quoi que ce soit. Le monde ne vous doit rien. Il était là le premier. Mark Twain, écrivain américain. Si vous êtes un entrepreneur désireux d'améliorer la valeur qu'il crée, attachez-vous à améliorer des compétences directement liées aux 5 éléments de toute entreprise. Toutes les compétences et tous les domaines de connaissances n'ont pas de valeur économique, concept abordé ultérieurement, et c'est très bien ainsi. On peut pratiquer des tas de choses uniquement pour se détendre ou se divertir. Vous pouvez adorer le rafting, mais il est peu probable qu'on vous rémunère pour franchir les rapides, à moins que vous mettiez vos compétences au service des autres. Mais si vous choisissez de franchir le pas et de passer du divertissement personnel à la création de produits et de services, concept abordé ultérieurement, vous serez rémunéré. Des tas de gens à l'esprit aventureux sont prêts à payer pour découvrir le rafting. Comme le suggère Michael Masterson dans Ready Fire Aim, ne vous attendez pas à ce que des compétences sans rapport avec les 5 éléments de toute entreprise fassent l'objet d'une rémunération. En revanche, trouvez le moyen de les utiliser pour créer de la valeur économique et vous serez rétribué en retour. Toute compétence ou connaissance qui vous aide à créer de la valeur, à faire connaître ce que vous avez créé, à vendre, à délivrer de la valeur aux clients ou à financer, possède une valeur économique et c'est justement ce dont nous allons parler dans ce livre. La loi impitoyable du marché. Le marché, c'est ce qui importe le plus. Ni l'équipe la plus éblouissante, ni le produit le plus fantastique ne vont compenser un marché mal en point. Les marchés qui n'existent pas n'ont que faire de votre intelligence. Marc Andreessen, fondateur de Netscape et de NING.com. Que se passe-t-il si vous organisez une soirée à laquelle personne ne vient? Dans l'univers de l'entreprise, cela arrive tout le temps. Dean Kamen, inventeur aussi célèbre que prolifique, dont les créations vont du moteur Stirling à la première pompe à insuline et différents épurateurs d'eau, a investi plus de 100 millions de dollars dans le développement du Segway, un engin de locomotion monoplace à 2 roues conçu selon le principe de la stabilisation dynamique et vendu 5 000 $. Selon son inventeur, le Segway, il faut dire gyropode en français, allait révolutionner les moyens de transport individuels de la même manière que la voiture a remplacé le cheval. Lorsque le Segway a été commercialisé en 2002 sur le marché américain, la société a annoncé qu'elle tablait sur des ventes de 50 000 unités par an. 5 ans plus tard, la société avait écoulé 23 000 unités, moins de 10% de l'objectif initial. Ces résultats financiers ne sont pas publics, mais il est raisonnable de penser qu'ils ne sont pas bons. Cet échec n'était pas dû à une mauvaise conception du produit. Le Segway repose sur une technologie extrêmement sophistiquée et possède des qualités indéniables. Il constitue une alternative pratique et verte à la voiture en milieu urbain. Le problème, peu de citadins étaient prêts à investir une somme aussi importante pour une alternative à la marche à pied ou au vélo, et le marché de masse que Dean Kamen avait imaginé n'existait pas. Tous les jours, de nouvelles entreprises subissent le même sort. Sans revenus suffisants pour pouvoir survivre, une entreprise fait faillite. Vos revenus dépendent totalement de l'attrait qu'ont les gens pour ce que vous proposez. Toute entreprise est limitée par la taille et les caractéristiques du marché qu'elle tente de servir. La loi du marché est impitoyable, froide et sans concession. S'il n'y a pas suffisamment de monde à vouloir vraiment de votre offre, vos chances de développer une entreprise viable sont très minces. La meilleure approche consiste donc à produire des choses que les individus veulent acheter. Créer quelque chose dont personne ne veut est un véritable gâchis. Les études de marché sont l'équivalent pour les entreprises du « regarder avant de sauter ». Des livres tels que The New Business Road Test de John Mullins peuvent vous aider à identifier dès le départ des marchés prometteurs et accroître vos chances de réussir dans votre nouvelle entreprise. Dans les quelques sections qui suivent,
Vous apprendrez à identifier les désirs et les besoins des individus avant d'investir votre temps et votre argent dans la création de quelque chose de nouveau. Les besoins humains fondamentaux. Comprenez les besoins humains et vous avez déjà fait la moitié du chemin pour les satisfaire. Adlai Stevenson, politique et ancien gouverneur de l'Illinois. Si vous envisagez de lancer votre entreprise et de la rendre prospère, vous devez avoir une compréhension fondamentale des besoins humains. La théorie des besoins la plus célèbre est la pyramide de Maslow, un classement des besoins individuels en fonction de leur degré de priorité proposé par le psychologue Abraham Maslow en 1943. Selon cette théorie, les individus passent par 5 étapes successives pour satisfaire leurs besoins. Ils commencent par satisfaire leurs besoins physiologiques, puis leurs besoins de sécurité, leurs besoins d'appartenance et d'amour, leurs besoins d'estime et enfin leurs besoins d'accomplissement. Les besoins physiologiques sont situés tout en bas de la pyramide et considérés comme des besoins fondamentaux ou de première nécessité, tandis que les besoins d'accomplissement, explorer son potentiel inné, considérés comme secondaires, se trouvent tout en haut de la pyramide. Dans le classement de Maslow, un besoin de niveau inférieur doit être satisfait avant de songer à satisfaire un besoin de niveau supérieur. Si vous n'avez pas assez à manger, ou si vous êtes en danger physiquement, vous n'allez pas vous soucier d'être aimé ou de poursuivre votre développement personnel. En pratique, je préfère la théorie ESC de Clayton Alderfer pour existence, sociabilité, croissance, ou ERG en anglais pour Existence, Relatedness, Growth. L'individu cherche à exister puis à se sociabiliser et enfin à croître. Une fois que les individus ont ce qu'il leur faut pour survivre, ils commencent à vouloir se faire des amis et trouver des partenaires. Dès qu'ils sont satisfaits de leur relation, ils ont envie de faire des choses qui leur plaisent et d'améliorer leurs compétences dans des domaines qui les intéressent. D'abord exister, puis se relier, et enfin s'accomplir. La théorie ESC explique la priorité générale des désirs humains, mais ne dit rien des méthodes employées pour les satisfaire. À cet égard, nous devons nous tourner vers d'autres théories de l'action humaine. Selon Paul Lawrence et Nitin Noria, professeur à la Harvard et auteur de Driven, How Human Nature Shapes Our Choices, tous les individus sont mus par 4 besoins humains fondamentaux qui influencent profondément leurs décisions et leurs actes. 1. Le besoin d'acquérir. Il correspond au besoin d'obtenir ou d'accumuler aussi bien des objets physiques que des qualités immatérielles telles qu'un statut, un pouvoir ou une influence. Les activités fondées sur le besoin d'acquérir incluent le commerce et le conseil. Les entreprises qui nous promettent de nous rendre riches, célèbres, influents ou puissants exploitent ce besoin. 2. Le besoin de se relier. Il correspond au besoin d'entrer en relation avec les autres pour nous sentir appréciés, valorisés et aimés, qu'il s'agisse d'amitié ou d'amour plus charnel. Les activités fondées sur le besoin de nous relier incluent la restauration, les conférences, l'événementiel ou les services de rencontre. Les entreprises qui nous promettent de faire de nous des individus séduisants, appréciés ou très estimés exploitent ce besoin. 3. Le besoin d'apprendre. Il correspond au besoin de satisfaire notre curiosité. Les activités fondées sur le besoin d'apprendre incluent les universités, la formation ou l'édition. Les entreprises qui nous promettent d'améliorer nos connaissances ou nos compétences exploitent ce besoin. 4. Le besoin de se défendre. Il correspond au besoin de se protéger, de protéger nos proches et de défendre notre territoire. Les activités fondées sur le besoin de nous défendre incluent les alarmes et les systèmes de surveillance, les assurances, la formation aux arts martiaux et les services juridiques. Les entreprises qui nous promettent d'assurer notre sécurité, d'éliminer un problème ou d'empêcher la survenue d'événements nuisibles
exploite ce besoin. Il existe un cinquième besoin humain fondamental que Lawrence et Noria ont oublié. 5. Le besoin de ressentir. Il correspond au besoin de nouvelles stimulations sensorielles, d'expériences émotionnelles intenses, de plaisir, d'excitation, de divertissement et d'anticipation. Les activités basées sur le besoin d'éprouver incluent la restauration, le cinéma, les jeux, les concerts et les événements sportifs. Les entreprises qui nous promettent de nous procurer du plaisir, de nous faire vibrer ou qui stimulent nos envies, exploitent ce besoin. À chaque fois qu'un groupe d'individus a un besoin insatisfait dans un ou plusieurs de ces domaines, il se forme un marché destiné à satisfaire ce besoin. Par conséquent, plus votre offre répond à ces différents besoins, plus elle sera attractive aux yeux de votre marché potentiel. Fondamentalement, toutes les entreprises à succès vendent une combinaison de pouvoir, d'argent, de statut, d'amour, de savoir, de protection, de plaisir et de l'excitation dans des proportions variables. Plus vous aurez une idée claire de la manière dont votre produit peut satisfaire un ou plusieurs de ces besoins, plus votre offre deviendra attractive. La recherche de statut social. La société qui méprise l'excellence en plomberie parce que la plomberie est une activité humble et qui tolère la médiocrité en philosophie parce que la philosophie est une activité noble, n'aura ni bonne plomberie ni bonne philosophie. Ces tuyaux, comme ces théories, prendront l'eau. John W. Gardner, ancien président de la Fondation Carnegie. Outre la nécessité de comprendre les besoins humains fondamentaux, il est important de comprendre que les êtres humains sont des créatures sociales. Comme bien d'autres mammifères, les humains ont développé une hiérarchie, une échelle de pouvoir, concept abordé ultérieurement, un statut au sein de leur groupe. La lutte pour le pouvoir et le statut avec d'autres groupes apportait de nombreux avantages, dont l'accès à la nourriture, aux conjoints et aux ressources, ainsi que la protection des membres du groupe. Les questions de statut ne sont plus aussi décisives pour la survie, mais notre cerveau s'est configuré en accordant une très grande importance au statut social. Résultat, la recherche d'un statut influence la plupart de nos décisions et de nos actions. La recherche de statut social est un phénomène universel. Les êtres humains se soucient énormément de ce que les autres pensent d'eux et dépensent une grande quantité d'énergie à comparer leur statut à celui d'autres membres du groupe. La plupart des individus saisissent la moindre occasion d'améliorer leur statut. Face à différentes alternatives, concept abordé ultérieurement, ils choisissent l'option perçue comme leur offrant le statut le plus élevé. En général, nous aimons être associés à des individus et à des organisations que nous jugeons puissants, importants, élitistes ou considérés comme prestigieux. Nous aimons également veiller à ce que les autres soient conscients de notre statut. Il suffit de regarder ce qui est publié sur les profils Facebook pour s'en convaincre. La recherche de statut social fait partie de la vie humaine, et elle n'est pas forcément mauvaise ou à éviter. Au contraire, elle peut même inciter certaines personnes à accomplir des choses étonnantes. Comme le dit très justement Alain de Botton, journaliste et écrivain suisse, « Si l'on se sent comme quelqu'un qui a réussi, on n'est guère motivé pour réussir. » Toujours est-il qu'une recherche de statut social effrénée peut aussi vous inciter à prendre de mauvaises décisions. Achetez une immense maison, une voiture de luxe et des vêtements de haute couture, et vous risquez de finir ruiné ou lourdement endetté. En tant qu'individu, je vous conseille de réfléchir à votre attitude personnelle par rapport à la recherche de statut social. Il est utile d'être attentif à l'importance qu'on accorde au statut social lorsqu'on effectue des achats, en particulier s'il existe d'autres possibilités de satisfaire un même besoin à moindre coût, par exemple. En tant qu'homme ou femme d'affaires, il est nécessaire que vous compreniez que la question du statut est présente à tous les niveaux des besoins humains fondamentaux.
Quand vous faites une offre à un nouveau prospect, ce dernier va automatiquement et inconsciemment se demander comment votre offre peut influencer son statut social. Intégrer consciemment des signaux sociaux, concept abordé ultérieurement, à votre offre, est généralement un bon moyen de la rendre plus attractive aux yeux de vos clients.